C'est bon. Donc, bonsoir Marco, je suis vraiment ravie que tu sois là avec nous dans cette UE, outil, usage et pratique du numérique en pédagogie. Et Mhm. dans cette unité d'enseignement où on a vraiment un parcours qui nous montre un petit peu qu'est-ce que l'usage d'un outil numérique en pédagogie, puisque effectivement les outils sont conçus par leurs concepteurs pour certains usages, mais on voit bien par la pratique que ces usages sont détournés à la fois Mhm. par les étudiants ou les apprenants, et évidemment par les formateurs et formatrices qui sont là pour les utiliser lors des classes à distance et lors des formations à distance, et des formations mixtes aussi, hein. Donc, dans ce second module, donc, qui va nous faire découvrir plusieurs outils, plusieurs catégories d'outils, je trouvais intéressant d'insérer, de parler de la mémorisation, parce que bah, la mémoire, on a tendance à l'assimiler au passé, hein. C'est vraiment, mais euh, la mémoire, avec et grâce au numérique aussi, c'est quelque chose qui s'apparente vraiment au futur. Enfin, pour ma part, je trouve que mémoriser quelque chose, c'est vraiment pour à la fois le transmettre, mais pas seulement, mais pouvoir s'en resservir. Alors, le numérique là-dedans, où est-ce qu'il intervient? Comment est-ce que on fait quand on voit l'obsolescence aussi des outils, voilà, tout ça m'interroge un petit peu. Et bon, mais je compte sur toi pour nous en dire un peu plus. D'accord. Pour celles qui ne connaissent pas Marco, donc je te présente brièvement, mais tu peux compléter, bien entendu, hein. Donc, formateur expert Mon Dieu. depuis, on va dire, allez, deux fois 10 ans, Oui, trois fois. Trois deux fois, fois disons. 15 ans, allez, deux fois D'accord. 15 ans, c'est mieux, 2 fois 15 ans, et, euh, et donc intéressé par tout ce qui est Bah, tout ce qui est apprentissage en général. apprentissage. Ouais, voilà. Tu as créé des MOOC, Oui. On est encore en train d'en créer un, d'ailleurs, pour l'instant, oui. sur l'utilisation des nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, la vidéo interactive, vidéo immersive, etc., dans la formation professionnelle. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous filer le lien. Normalement, on devait l'avoir terminé pour ce mois, mais avec la crise que nous traversons, tout est un peu décalé. Donc, normalement, on devrait avoir en tout cas un test en mai auquel vous êtes les bienvenus. Et normalement, le MOOC définitif en septembre. Je voulais juste rajouter, Marco, que si vous avez des questions, des remarques, il y a le chat. N'hésitez pas Mhm. Oui, oui. hein, à dire vos remarques et vos questions dans le chat. Oui, moi, je compte aussi sur vous pour alimenter, justement, et que ce soit une conversation plutôt qu'un monologue. Et d'ailleurs, je vais profiter de ce que tu as dit en introduction, puisque en fait, je ne vais pas parler de la mémoire, mais des mémoires et des attentions. Mais un facteur qui est extrêmement important dans sa mémoire, c'est qu'on néglige ou contre lequel on a souvent, comment dire, dont on a une vision négative, c'est la faculté d'oubli. Or, la faculté d'oubli est aussi importante que la faculté de se souvenir. Et donc, tout ça fait que nos mémoires au pluriel fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Et c'est ce qui permet à la fois de se souvenir du passé, mais aussi de construire le futur. Pourquoi? Parce qu'on va réutiliser des éléments du passé, mais pas uniquement. Il y a une nouvelle de Borges que je vous recommande tout à fait, c'est le Funes el Memorioso en espagnol, en français je crois que c'est La mémoire de Funès.
Je peux vous retrouver la référence. D'ailleurs, j'enverrai à Adeline une liste de liens et une liste bibliographique. Et ce pauvre Founès, eh bien, il n'arrive pas à oublier. Et c'est l'homme le plus malheureux de la Terre. Parce qu'il y a tant de choses qu'il aimerait oublier. Et donc, le moindre caillou qu'il a vu sur la route ce matin, il s'en souviendra dans 10 ans. Et donc, il a une mémoire surchargée. Et le problème, c'est quand vous avez une mémoire surchargée, vous ne savez plus faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et donc, la faculté d'oubli est au moins aussi importante que la faculté de se souvenir. Donc, si vous devez retenir une chose de tout ce que je vais dire aujourd'hui, retenez ça. On peut arrêter là. Non? Alors, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté des attentions, avant de faire un petit tour du côté des mémoires. Alors, je mets tout ça au pluriel. Pourquoi? Pas juste par goût de la contradiction, mais parce qu'effectivement, quand on dit « j'ai une mauvaise mémoire » ou bien « j'ai une mauvaise capacité d'attention », en fait, on mélange plein de choses. Parce qu'il y a différentes capacités d'attention et il y a différentes mémoires qui jouent toutes des rôles extrêmement importants et qui ne sont pas des îles isolées, mais qui sont des parties d'un système très complexe qu'on commence seulement à vraiment découvrir avec les neurosciences. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'attention sélective. C'est ce qui vous permet de sélectionner l'information qui vous intéresse. Je vous donne un exemple. Vous arrivez dans une salle, vous avez une formation, vous arrivez dans la salle, il y a une corbeille à papier quelque part dans la salle. Et vous n'allez pas y faire attention jusqu'au moment de la pause. Là, vous déballez votre snack, vous avez votre papier gluant, qu'est-ce que vous en faites? Là, vous cherchez la corbeille et là, vous vous rendez compte, la corbeille, elle n'est pas très loin, elle est à 2 mètres de vous. En fait, vous l'avez vue. Votre cerveau sait qu'elle est là depuis que vous êtes entré dans la pièce. Mais vous la voyez de manière consciente à partir du moment où vous en avez besoin. En fait, qu'est-ce que votre cerveau a fait? Il a sélectionné les informations pertinentes pour vous, où est le formateur, où est le tableau, etc., votre ordinateur, et il a écarté tout ce qui fait du bruit. C'est-à-dire toutes les informations qui ne sont pas pertinentes au moment où vous entrez dans la pièce. Tant que vous n'avez pas besoin de la corbeille, vous n'allez pas y faire attention. Faire attention, c'est vraiment la base de la mémorisation. Sauf pour certains phénomènes dont on reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, dans les apprentissages, et les apprentissages volontaires, l'attention est primordiale. Et on a une énorme tendance à surestimer notre capacité d'attention. La capacité d'attention chez un adulte, ça dépend de l'hippocampe, on le verra tout à l'heure, on le reverra dans les mémoires, c'est 20 minutes. Alors 20 minutes d'une même séquence pédagogique. Ça veut dire que les gens qui font des cours ex-cathedra d'1h30 en lisant leur syllabus, ce qu'on appelle le syllabus en Belgique et que vous appelez le manuel en France, eh bien, ils perdent 1h30 de leur temps et de ceux des personnes qui les écoutent. Donc, en tant que formateur, formatrice, il faut faire très attention aussi à varier les séquences, à varier les supports et à varier aussi ce qu'on demande aux participants. Et donc, le premier type d'attention va sélectionner l'information dont on a besoin. Donc ça, c'est l'attention sélective. Pardon. Et puis l'attention exécutive, tout ça se passe dans une partie de notre cerveau qui s'appelle le néocortex, donc une partie très récente de notre cerveau qui se trouve derrière le front, donc dans le cortex préfrontal. Et l'attention exécutive, de plus en plus d'auteurs, dont Jean-Philippe Lachaud, que je vous recommande vraiment chaudement si vous voulez travailler sur l'attention, et notamment l'attention des enfants à l'école, etc., ou l'attention de vos apprenants. Je vous donnerai aussi des liens dans la bibliographie que je communiquerai à Adeline. Eh bien, de plus en plus, les auteurs considèrent que l'attention exécutive et la mémoire de travail, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est ce type de travail dans votre cerveau qui vous permet, par exemple, de mémoriser un numéro de téléphone le temps d'appeler un interlocuteur. Mais 1 heure après, si on vous redemande ce numéro de téléphone, vous êtes incapable de le redonner. Pourquoi? Vous l'avez retenu le temps qu'il vous était nécessaire et puis ça a été chassé de votre mémoire et de votre attention. Et donc, c'est une partie qui vous permet d'avoir de nouvelles idées en combinant ce que je disais tout à l'heure, les souvenirs de choses que vous avez apprises, plus l'imagination. Donc, ça donne la créativité. La créativité, c'est la résultante de la mémoire et de la faculté d'oubli. Et puis, des processus mentaux, comme je disais, retenir un numéro de téléphone, retenir une adresse, etc. OK? C'est clair jusque-là? Si ce n'est pas clair, surtout faites-moi signe. Je n'ai vraiment aucun problème pour revenir en arrière ou réexpliquer ou reformuler. Et puis, l'attention soutenue. Et là, c'est là qu'on dit « Ah, nos enfants, ils n'ont plus de capacité d'attention, etc. »
Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la vigilance. C'est la capacité à faire attention à quelque chose pendant une période, je disais tout à l'heure 20 minutes. Ça peut être plus. Et donc, c'est aussi la réactivité à des événements rares et spécifiques. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si on prend les aiguilleurs du ciel, bien, ils doivent être capables de rester pendant des heures alors qu'il ne se passe rien du tout, mais à réagir, réagir très vite au cas où il se passe quelque chose. Vous et moi, si on prend l'avion, on a intérêt à ce que ces gens fassent leur boulot convenablement. Autrement dit, à ce qu'ils soient capables de rester pendant des heures face à rien, parce que la situation est normale, il ne se passe strictement rien, et puis tout d'un coup, un signal danger. Et c'est extrêmement, extrêmement difficile. Il y a deux psychologues qui s'appellent Simon et Chabris, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure, qui ont fait des expériences de ce type-là, et ces expériences montrent que on n'est pas tous prêts à être des contrôleurs aériens. La majorité d'entre nous n'est pas prête parce qu'on a cette capacité d'attention soutenue qui est loin d'être suffisante pour devenir contrôleur aérien. Mais par contre, cette attention, en formation comme dans d'autres situations, on peut la maintenir. Et on peut la maintenir notamment dans les jeux vidéo. L'attention de nos enfants dans un jeu vidéo, elle peut être soutenue pendant des heures. C'est parce que les concepteurs de jeux vidéo ont bien compris comment tout ce phénomène fonctionne, et notamment, ils ont bien compris comment maintenir l'attention en variant les séquences. Dans un jeu vidéo, rien n'est statique. Tout bouge tout le temps. Et vous passez d'un niveau à l'autre, vous avez un nouveau challenge, un nouveau défi à relever, etc. Et en fait, si on veut maintenir l'attention de nos apprenants, c'est la meilleure chose à faire, c'est effectivement de changer les séquences, de changer les façons de travailler, de changer les supports aussi. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade, ou bien est-ce que c'est clair? Ou bien je vous ai déjà complètement anesthésié après 3 minutes? Là, on va vraiment aborder le sujet du jour, c'est les types. Alors, je vais réduire ceci, voilà. Alors, les types de mémoire, pourquoi les types de mémoire? Parce qu'il y a effectivement plusieurs types de mémoire qu'on va voir ensemble. Il y a notamment les mémoires individuelles, les mémoires collectives et les mémoires numériques. Et comme je disais tout à l'heure, tout ça n'est pas isolé, mais forme un ensemble de systèmes qui sont vraiment imbriqués les uns dans les autres et qui s'influencent mutuellement, et qui s'influencent beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire, et surtout qui s'influencent de manière totalement inconsciente. Donc, dans les types de mémoire, on va voir qu'il y a des mémoires. On a parlé de mémoire à court terme, l'attention sélective, l'attention exécutive, en fait, c'est de la mémoire de travail, c'est de la mémoire à très court terme. Les types de mémoire dont je vais parler maintenant, ce sont des types de mémoire à long terme, voire à très long terme. Leur emplacement est différent. Il y a des mémoires qui sont internes, qui sont dans notre cerveau, il y a des mémoires qui sont externes, qui sont par exemple sur des supports numériques, mais aussi sur des supports papier, qui sont peut-être dans des musées, etc. Et puis les effets sur nos souvenirs sont parfois très différents. Donc on verra tout à l'heure qu'il y a des mémoires qui sont liées au langage et puis d'autres pas du tout. Et donc tout ça va avoir des influences sur notre capacité de mémoire radicalement différentes. Alors ces mémoires, donc je vous ai dit, il y a des mémoires individuelles. Et là, on distingue deux grands types, les mémoires explicites et les mémoires implicites. Je vais expliquer tous ces termes, ne vous inquiétez pas. Et puis dans les mémoires collectives, là aussi on distingue deux grands types, les mémoires culturelles, les mémoires communicatives. Et puis dans les mémoires numériques, on va distinguer les mémoires locales, mobiles et les mémoires qui sont dans le cloud. Et on verra que le cloud, c'est un terme qui n'est pas tout à fait innocent non plus. Alors ces mémoires individuelles, quand on dit j'ai une mauvaise mémoire, en fait, de quoi parle-t-on? On parle d'un certain type de mémoire. Mais en réalité, on a plusieurs types de mémoire qui se confortent et qui se contredisent. Et tout ça dépend fortement de notre état de santé, de notre état de stress. Quand on est stressé, on peut oublier jusqu'à son nom. On verra tout à l'heure, on parlera un peu d'amnésie. Et c'est évidemment des cas extrêmement tragiques et extrêmement rares. Alors, les mémoires explicites, qu'est-ce que c'est que la mémoire explicite? Ce sont des mémoires qu'on appelle aussi déclaratives, c'est-à-dire ce sont des mémoires qui sont liées à tout ce qui est langage verbal. Alors, ce langage verbal, ça peut être langage écrit,
ou le langage oral, mais en tout cas, ce sont des mémoires qui tournent vraiment autour du langage. Et ces mémoires-là, on les partage aussi avec les grands singes. Donc, on fait des expériences avec des chimpanzés et avec des gorilles, et ils sont tout à fait capables de manipuler des symboles de langage verbal. Donc, si on leur donne des lettres et des mots, ils sont tout à fait capables de les reconnaître. Des mots simples. On n'a pas encore retrouvé de chimpanzés capables de réécrire Shakespeare ou Proust, mais en tout cas, ils peuvent communiquer avec des éléments de langage verbal assez simples. Alors, la mémoire sémantique, quand on parle de sémantique, on parle de sens. En fait, la mémoire sémantique n'est pas toujours... c'est un nom qui n'est pas très approprié, parce qu'en fait, c'est une mémoire qui nous permet de nous souvenir de certaines notions. Par exemple, la capitale de la France, c'est Paris. Mais qui vous l'a dit, quand et comment, on ne s'en souvient pas trop. Et en fait, chacun a ses souvenirs de Paris. Et bon, moi, je suis allé relativement souvent, parfois pour les loisirs et souvent pour le travail. Et donc, moi, j'ai une mémoire de Paris qui n'est pas la même que la vôtre. Et cette mémoire, elle est liée au sens que nous donnons aux mots. Et c'est la mémoire de la culture générale, de toutes les notions que nous avons apprises et que nous pouvons ressortir sans trop d'efforts. Et puis, il y a une autre mémoire qui est vraiment propre aux humains. Il y a eu quelques expériences avec les grands singes, mais qui jusque maintenant n'ont pas donné grand-chose. C'est la mémoire épisodique, c'est la mémoire autobiographique. Et c'est une mémoire qui est extrêmement précieuse parce que c'est une mémoire qui nous permet de savoir qui nous sommes. Et je parlais d'amnésie tout à l'heure. Et en fait, dans les cas d'amnésie, il y a les cas d'amnésie post-traumatique, notamment après un événement comme la guerre. Il y a des soldats, je ne sais pas si vous connaissez le roman de Rebecca West, Le Retour du soldat, qui explique justement le retour d'un soldat qui a subi un choc traumatique et dont la mémoire a balayé les 20 dernières années. Et donc, il peut reconnaître sa cousine avec qui il jouait quand il était enfant, mais il ne peut pas reconnaître son épouse, par exemple. J'ai un autre exemple ici qui est tiré d'un journal Paris Soir de 1937. Donc, Georges Simenon, qui a passé 5 nuits plus exactement, avec la police de Paris dans différents arrondissements. Et là, il y a le récit d'une trouvaille, une trouvaille entre guillemets pendant une nuit. Nous venons de ramasser un homme de 50 ans, assez bien mis, au complet gris, par-dessus gris, souliers noirs, etc. Je vous passe la description. Et puis, il y a un des fonctionnaires qui se dit, tiens, ce signalement me dit quelque chose, que ce n'est pas l'amnésique du Havre. Et en fait, cet amnésique du Havre, c'est un client régulier, entre guillemets, de la police, parce que c'est un monsieur qui est justement affligé d'un problème qu'on appelle la fugue dissociative. Et la fugue dissociative, c'est vraiment un problème lié à la mémoire épisodique. C'est un trouble qui fait qu'on perd non seulement le souvenir d'événements récents, mais qu'on perd surtout le souvenir de son identité. Et donc, ce fameux inconnu du Havre, il s'est retrouvé un peu partout en France à l'époque, à Orléans, à Paris, etc. Et quand on lui demandait qui il était, d'où il venait, il était absolument incapable de le dire. Ce n'est pas mauvaise volonté ou comédie ou quoi que ce soit, c'est vraiment un trouble extrêmement rare, mais qui est lié parfois à des maladies dégénératives comme Alzheimer ou Korsakoff, par exemple. Et donc, cette mémoire épisodique, elle est importante parce qu'elle nous permet effectivement de nous situer dans le temps. On parlait tout à l'heure du passé et du futur. Sans cette mémoire épisodique, c'est difficile de savoir d'où nous venons, mais c'est aussi très difficile de se projeter dans l'avenir. Alors, il y a les mémoires non explicites ou implicites. Et donc là, elles sont liées au non-verbal. Mais même si elles sont liées au non-verbal, parfois, il y a des confusions assez étonnantes. Et donc, par exemple, ici, je vous ai illustré ça avec un gif avec 2 poires qui pâtit. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous passer ce gif-là. Et en fait, pourquoi je vous ai mis ça? Parce que je vais vous parler par la suite d'une mémoire qui nous permet de reconnaître les formes. Et avant ça, je voudrais vous parler de la mémoire procédurale. Alors là, elle n'a strictement rien à voir avec la mémoire sémantique. Donc la mémoire sémantique, dont je parlais tout à l'heure, elle est située à la fois dans le cortex préfrontal, donc cette partie où l'attention est située aussi, mais dans les aires du langage, donc l'aire de Wernicke pour la compréhension,
et l'aire de Broca pour l'expression. Donc, si je parle français, c'est parce que mon aire de Broca fonctionne. Et si je vous comprends quand vous me parlez, c'est parce que mon aire de Wernicke fonctionne. La mémoire procédurale n'a strictement rien à voir. C'est par exemple la mémoire qui fait que vous apprenez à rouler à vélo, vous apprenez à rouler en voiture. Au début, vous avez vraiment beaucoup de mal pour passer la deuxième, embrayer, débrayer, passer la deuxième, etc. Et puis, au bout d'un moment, tout ça se fait de manière automatique. Et bien, tout ça se fait dans une partie du cerveau qui n'a rien à voir, qui s'appelle le striatum, et donc qui n'a rien à voir avec l'aire du langage. Mais par contre, les instructions que votre papa ou votre maman vous ont données quand ils vous ont appris à rouler à vélo, là, vous dépendez de la mémoire sémantique. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des liens qui se créent entre les différentes mémoires et les souvenirs que nous en avons. Et le fait que ce soit par exemple mon père ou ma cousine qui m'ont appris à aller à vélo, là c'est ma mémoire épisodique qui joue. Vous vous rendez compte que sur la même activité, on peut avoir différents types de mémoires qui fonctionnent et qui viennent se compléter et qui parfois viennent aussi remodeler les souvenirs. On en reparlera tout à l'heure. Alors la mémoire perceptuelle, je vous parlais des poires. La mémoire qui me permet de reconnaître une poire et de la distinguer d'une pomme, c'est la mémoire perceptuelle. Alors, je me dis, oui, mais si je sais que c'est une poire, ça, c'est de la mémoire sémantique. Alors, le mot poire, oui. La forme poire, non. Alors, comment sait-on que les deux sont absolument dissociés? Parce que dans certains troubles de la mémoire sémantique, par exemple, des gens qui ont eu leur mémoire, leur aire de Broca ou leur aire de Wernicke abîmée soit par un AVC ou bien par une blessure, étaient tout à fait capables de faire la distinction entre une poire et une pomme, mais étaient incapables de prononcer le mot. Mais ils savent que ce n'est pas la même chose. Et parfois aussi, dans certaines maladies comme Alzheimer, vous pouvez avoir des confusions. Il y a un cas extrêmement célèbre, qui est d'ailleurs le titre d'un ouvrage d'Oliver Sacks, qui est l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Et en fait, c'est parce que quand il voyait sa femme, il disait chapeau. Il n'était plus capable d'associer la mémoire perceptuelle avec la mémoire sémantique. OK. Si je vais trop vite ou si vous avez des questions, de grâce, n'hésitez pas. Alors, la mémoire d'amorçage, la mémoire de priming, ça, c'est une mémoire très intéressante et en même temps très perturbante pour les formateurs. Pourquoi? Parce que si vous faites de la formation, et en particulier de la formation en ligne, dans les formations en ligne, on aime beaucoup les QCM. Mais il y a un énorme problème avec les QCM et la mémoire d'amorçage, c'est que la mémoire d'amorçage, c'est une mémoire de reconnaissance. Elle nous permet de reconnaître à une vitesse extraordinaire, en moins d'un millième de seconde, quelque chose que nous avons déjà vu, quelque chose ou quelqu'un, y compris une réponse à un questionnaire. Et donc, si vous faites un QCM et que vous donnez les réponses et que les personnes doivent choisir entre les différentes réponses, elles vont reconnaître immédiatement certaines réponses. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont capables de les utiliser dans un autre contexte. Si par exemple, je vous demande, citez-moi la capitale de la Malaisie, vous allez peut-être être bien embêté de me dire quelle est la capitale de la Malaisie. Si par contre, je vous mets une liste, Kuala Lumpur, Pyongyang, Séoul, il y a beaucoup de chances que vous me disiez c'est Kuala Lumpur. Pourquoi? Parce que vous avez reconnu la réponse. C'est totalement différent de se souvenir d'une réponse qu'on ne vous a pas proposée. Alors, cette mémoire d'amorçage, ce n'est pas une mémoire qui est liée au langage non plus. Alors, vous pouvez avoir un cas très simple qui illustre ce genre de choses. Vous allez chez votre boucher 1 ou 2 fois par semaine, vous le voyez toujours dans le même contexte avec son tablier blanc derrière son comptoir, et un jour, vous vous promenez dans la ville, vous croisez un monsieur qui vous dit bonjour, vous dites « je connais ce monsieur », vous reconnaissez la personne, mais vous êtes incapable de dire qui c'est, de mettre un nom dessus. C'est votre boucher. Votre mémoire de reconnaissance, votre mémoire perceptuelle ont fonctionné, vous avez reconnu, c'est une personne que vous avez déjà vue, c'est une personne que vous connaissez, vous en êtes certain, certaine, mais vous êtes incapable de mettre un nom dessus. C'est parce que vous êtes déconnecté du contexte. Mais votre mémoire d'amorçage et votre mémoire perceptuelle ont reconnu la personne, mais votre mémoire sémantique est incapable de redonner le nom de cette personne. Donc vous voyez que toutes ces mémoires fonctionnent en même temps, mais quelquefois, dans certains cas, elles peuvent être dissociées. Et ce n'est pas forcément un cas pathologique. Le fait de ne pas reconnaître votre boucher quand il n'est pas en tablier derrière son comptoir, c'est lié au contexte. Le contexte a énormément d'importance. Le contexte est une des façons dont le cerveau se souvient. Donc, se souvenir dans le cerveau, c'est créer de nouvelles connexions entre les neurones
Et plus vous avez de connexions autour d'un souvenir, plus vous allez vous souvenir, enfin, plus vous allez pouvoir rappeler facilement ce souvenir. Et donc, si vous avez un contexte, bien, ce contexte fait aussi partie des éléments qui vont vous permettre de vous rappeler ce souvenir. Alors, les mémoires collectives, c'est un ensemble de mémoires qui sont très, très mal connues. Et pourtant, le pionnier dans ce domaine, c'est un Français, c'est le sociologue Maurice Halbwachs. Je vous mettrai un lien vers son livre les cadres sociaux de la mémoire, si vous voulez, mais si vous n'êtes pas familier avec la littérature sociologique, c'est un peu ardu, mais ça vaut la peine, parce que lui a vraiment défriché tout le champ. Tout ce qui s'est fait après est parti de ses intuitions. Et en fait, la mémoire collective, contrairement à la mémoire individuelle, c'est un ensemble de représentations qui sont liées au groupe. Et quand on dit groupe, nous faisons tous partie de différents groupes. Nous faisons tous partie d'une famille, nous faisons tous partie d'une ville, d'un pays, d'un continent, etc. Et donc, quand on dit mémoire collective, nous avons un ensemble de représentations qui sont liées à tous ces groupes dont nous faisons partie. Alors, ces mémoires, comme les autres, elles ne sont pas forcément stables. Donc, je vais parler de mémoire procédurale, mémoire sémantique, etc. La plus stable de toutes ces mémoires, c'est la mémoire procédurale. D'ailleurs, on a dit, apprendre à nager, ça ne s'oublie jamais. Bien, en fait, c'est assez vrai, parce que la mémoire procédurale est la plus stable et la plus longue. Même si vous arrêtez de nager pendant 20 ans, vous tombez dans la Seine, dans un canal, je vous garantis que vous allez réapprendre à nager très vite. Et par contre, si vous arrêtez de parler une langue pendant 20 ans et que vous vous retrouvez dans votre pays, après 20 ans, vous allez avoir beaucoup de mal à reparler la langue. Il va falloir beaucoup de temps, alors que réapprendre à nager, ça va se faire très rapidement. Pourquoi? Parce que la mémoire procédurale est une mémoire extrêmement stable, alors que la mémoire sémantique ne l'est pas. Eh bien, la mémoire culturelle n'est pas plus stable que la mémoire individuelle. Elle fluctue aussi au gré des générations. Mais en plus, il faut savoir que la mémoire culturelle peut influencer la mémoire personnelle. Alors, on a parlé de mémoire épisodique tout à l'heure. Je vous donne un cas où la mémoire culturelle peut influencer la mémoire individuelle. De nouveau, dans le gorille invisible de Simon & Chabris, ils ont interrogé les victimes de l'attentat du 11 septembre, immédiatement après l'attentat. Et donc, ils ont récolté les récits de ces personnes. Ils ont réinterrogé les mêmes personnes quelques années plus tard, et ils se sont rendus compte que ces personnes avaient modifié complètement leur récit. Pourquoi? Parce qu'elles le faisaient coller au discours médiatique qui a suivi. Et donc, probablement que le premier récit qu'elles ont donné était le plus fidèle à leur expérience personnelle, mais leur souvenir de l'expérience personnelle a été complètement remodelé par le souvenir collectif. Donc par le discours médiatique qui, lui, a donné forme à la mémoire culturelle, à la mémoire de groupe. Donc cette mémoire culturelle, c'est la mémoire qui est institutionnalisée dans les musées. Et là, c'est ce qu'on appelle le réservoir. Donc dans la mémoire culturelle, vous distinguez le réservoir et la mémoire fonctionnelle. Et le réservoir, c'est tout ce qui est livres, peintures, enregistrements, etc. Bon, peut-être que dans 2000 ans, il y a des archéologues qui retrouveront l'enregistrement de cette classe virtuelle. Donc ça composera aussi un réservoir quelque part. Et puis, il y a la mémoire fonctionnelle. Et cette mémoire fonctionnelle, c'est celle qui permet à un groupe de se distinguer d'un autre groupe. Et par exemple, dans votre famille, il y a peut-être eu des événements qu'il n'y a pas eu dans d'autres familles et qui lient les membres de cette famille. Par exemple, mon grand-père maternel est arrivé en Belgique francophone, il venait des Flandres, il est arrivé en Belgique francophone et il a échappé très peu à une fusillade massive qui a eu lieu pendant la guerre de 14-18. Et donc ça, c'est un souvenir qui est lié vraiment à notre famille. Peut-être que le voisin a des souvenirs radicalement différents de cette période-là. Et donc là, on parle de mémoire fonctionnelle. Et puis, il y a la mémoire communicative. Et la mémoire communicative, c'est vraiment la mémoire qui se passe entre individus, en face à face. Et donc là, en général, on ne parle pas de ce qui est arrivé il y a 2500 ans, on parle de ce qui est arrivé dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Et la mémoire collective qui circule sur les réseaux sociaux est aussi une forme de mémoire communicative, sauf que les réseaux sociaux étant aussi une mémoire extrêmement stable, une mémoire numérique extrêmement stable, cette mémoire communicative tend à devenir une mémoire réservoir. Si effectivement, dans quelques années, les serveurs de Facebook sont toujours lisibles,
eh bien, on aura cette mémoire communicative qui serait devenue une mémoire réservoir. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui, plutôt que de parler en face à face, parlent sur les réseaux sociaux, et ces réseaux sociaux n'oublient jamais rien. Moi, je m'en suis rendu compte avec Google Maps, où j'avais complètement oublié, je m'étais rendu dans une ville quelque part, Google Maps ne l'avait pas oublié, lui. Et donc, il m'a sorti la carte avec l'heure exacte à laquelle j'étais allé dans cette... Moi, je n'en avais gardé strictement aucun souvenir. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les mémoires numériques sont plus stables. Alors, elles sont stables parce qu'elles ne sont pas subordonnées à des émotions, alors que nos mémoires à nous sont subordonnées à des émotions. Par exemple, on se souvient très bien de phénomènes heureux. On peut aussi oublier, là c'est un cas de ce qu'on appelle l'amnésie dissociative, c'est-à-dire qu'on peut très bien oublier un souvenir traumatique. C'est aussi quelque chose qui... Bon, moi, j'ai travaillé par exemple avec les sauveteurs de la Task Force en Belgique qui sont allés en Indonésie. Et on a eu un cas comme ça d'un des pompiers volontaires qui a fait une amnésie par rapport à ce qu'il a vu là-bas. Donc pendant le tsunami, il y a une dizaine d'années maintenant, je pense. Mais les mémoires numériques ne sont pas subordonnées à ce type de problème, mais elles sont subordonnées à d'autres types de problèmes, parce qu'elles sont sur des supports magnétiques ou optoélectroniques. Et donc, il suffit, par exemple, d'approcher un aimant fort trop près de votre disque dur pour en effacer une bonne partie. Ou bien qu'il y ait un champ magnétique, ne vous baladez pas trop près, par exemple, de rayons X avec un disque dur, vous risquez d'avoir des surprises. Alors, certains dispositifs optoélectroniques comme les CD et les DVD, on pensait qu'ils étaient indestructibles, et puis on se rend compte qu'on est loin du compte. Non seulement ils ne sont pas indestructibles, mais en plus c'est une vraie friandise pour certains types de verres. Donc on se rend compte qu'il y a des verres qui se nourrissent de CD, de DVD. Donc s'ils sont illisibles après quelques années, c'est peut-être parce que vous avez quelques petits verres qui se baladent. Alors dans les mémoires, on distingue les mémoires locales, dans les mémoires numériques, les mémoires périphériques locales, donc comme le disque dur. Et donc là, vous devez être à proximité pour les interroger. Et vous devez évidemment disposer de toute une série d'outils. Par exemple, pour interroger votre disque dur, il vous faut un clavier, il vous faut une alimentation, il vous faut un écran, etc. Ce qui n'était pas le cas des livres. Mais si vous lisez le Phèdre de Platon, vous allez voir que le fait de passer de l'oral à l'écrit a créé au moins autant de problèmes et de discordes que le passage du papier au numérique. Alors, la mémoire mobile, il y a effectivement les clés USB et les supports du type CD et DVD qui vous permettent effectivement d'emporter vos données avec vous. Et puis, le cloud qui porte très mal son nom. En tout cas, il a un nom très trompeur parce que quand on parle de cloud, on a l'impression de quelque chose de très éthéré, de très immatériel. Nos données se baladent dans un nuage, on est presque chez les bisounours. En réalité, le cloud, c'est un système de serveurs lié à une infrastructure extrêmement lourde, extrêmement gourmande en énergie et extrêmement polluante. Et donc, ça va poser des problèmes, ça pose déjà des problèmes de stockage, ça pose des problèmes de pollution. Alors, par exemple, un des plus gros hébergeurs français, pour l'instant, est en train de construire une ferme, on appelle ça une ferme de serveurs dans le Grand Nord canadien, pour utiliser le froid naturel de la région pour refroidir les serveurs. Sauf que si vous faites un peu de physique, si les serveurs sont refroidis par l'environnement, l'environnement, lui, va être réchauffé par les serveurs. Ce qui veut dire que l'impact sur l'environnement est tout sauf neutre. Et ça veut dire aussi que non seulement on va avoir des problèmes de stockage et surtout de réinterprétation, puisque moi j'ai travaillé par exemple avec des disquettes souples, et aujourd'hui il n'y a aucun lecteur qui est capable de lire des données qui sont sur des disquettes souples. Ouais, il faut aller dans un musée. Par exemple à Namur, à Wallonie, il y a un musée d'informatique où vous pourriez encore éventuellement lire des disquettes souples. Mais à part dans les musées, il n'y a plus beaucoup d'endroits où effectivement... Or ça, c'était il y a une vingtaine d'années. Ça veut dire qu'il y a toute une partie, non seulement de la littérature, mais en tout cas de documents, de documentation qui datent d'une vingtaine d'années, qui sont perdus à tout jamais, alors que nous sommes capables de lire des tablettes sumériennes qui ont 5000 ans. Donc, ça veut dire que nos supports informatiques, ils gagnent
en mobilité et en rapidité, ce qu'ils perdent aussi en pérennité. Et donc ça va poser d'énormes problèmes à l'avenir, et pas seulement au musée, mais aux utilisateurs comme vous et moi. Ça va, vous n'êtes pas encore complètement épuisé, ou effrayé par mon intervention? Ça va, vous avez l'air un peu plus fatigué déjà. Merci Marco. Est-ce qu'il y a des questions ou... Avez-vous des questions? Allez-y. Hein. Sinon, je passe à la partie suivante, tant pis pour vous. Hein. Attends. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ou bien... Non? Oui? Alors, oui? Oui? J'ai vu une main qui se levait, mais je ne sais pas si c'est pour poser une question. Oui, voilà. Carole, vous pouvez enlever votre micro. Vous pouvez activer votre micro, pardon. Voilà. Ah oui. Oui, donc moi j'ai une question sur la mémoire procédurale, Oui. donc qui est la plus stable. Donc moi je suis persuadée qu'on apprend mieux en faisant, donc ça en fait ça confirmerait cet état. Alors attention, parce que quand on parle d'apprendre en faisant, ça recouvre pas mal de réalités différentes. Alors c'est clair que pour rouler à vélo, il vaut mieux se mettre enfourcher un vélo que de lire un manuel comment faire du vélo. Même chose pour apprendre à nager. Les gens qui ont appris à nager sur un tabouret, le jour où on les met dans une piscine, ils sont bien embêtés. Donc effectivement, et je pense qu'en tant que formateur, mettre les gens dans une situation réelle, mettre l'apprentissage aussi proche que possible de la situation réelle, évidemment, c'est l'idéal. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est l'idéal. Mais la mémoire procédurale, elle est vraiment liée à des fonctions musculaires, des fonctions physiques. Donc, la coordination de mouvement. Et là, on se rend compte que, par exemple, jusque-là, on disait striatum, c'est vrai, mais on se rend compte que, par exemple, le cervelet a on est en train de redécouvrir le cervelet. Avec les neurosciences, on croyait qu'on allait redécouvrir le cerveau. Et en fait, on est en train de redécouvrir le cervelet en même temps. Parce que jusque-là, on croyait, bon oui, le cervelet a un rôle dans l'équilibre, etc. Puis on se rend compte qu'il peut avoir un rôle aussi dans des troubles de l'apprentissage comme la dyspraxie. Et il a probablement aussi un rôle dans certaines dyslexies. Et il joue un rôle beaucoup plus important qu'on ne le pensait jusque maintenant, peut-être même dans la mémoire autobiographique. Donc ça, c'est une hypothèse. Mais en tout cas, pour le moment, il y a vraiment toute une série de choses autour du cervelet qui sont vraiment intéressantes. Alors, apprendre en faisant, ben, ça peut aussi apprendre, ça fait appel à différents types de mémoire en même temps. On n'en est pas conscient. Nous, on a l'impression que tout roule de manière naturelle. Pour l'instant, en tout cas, il y a un énorme débat sur ce que c'est que la conscience. Alors, on a cru pendant un moment que toute l'imagerie médicale allait, couper le cerveau en tranches et qu'avec ça, on allait tout comprendre. En fait, c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. On est en train de se rendre compte que l'imagerie médicale a fait avancer les choses plus rapidement en 10 ans qu'en un siècle, mais elle est en train maintenant de poser plus de questions qu'elle ne nous a apporté de réponses. Et donc, on sait encore moins maintenant ce que c'est la conscience qu'il y a 10 ans. Il y a d'énormes débats pour le moment en philosophie, en neurosciences, en sciences cognitives sur qu'est-ce que la conscience. Et quand je dis débat, c'est même des empoignades. On en arrive à des théories qui reviennent, par exemple, au fait que la conscience est un phénomène universel, que même les objets soi-disant inanimés seraient doués de conscience, etc. Et pas dans des cercles ésotériques, mais dans des universités extrêmement sérieuses. Et donc, quand on dit apprendre par le faire, moi je suis d'accord, mais en suivant le modèle de Kolb. C'est-à-dire que apprendre, oui, par le faire, mais en réfléchissant sur ce qu'on fait et en tirant les leçons de ce qu'on a fait pour pouvoir réapprendre ça dans un autre contexte. Et là, la mémoire procédurale ne joue malheureusement qu'un rôle très, très limité. Donc, dans tout ce qui est sport, la mémoire procédurale joue un rôle dans la marche. Déjà, le fait que nous marchions sur deux jambes, c'est déjà miraculeux. Il a fallu des millions d'années d'évolution pour en arriver là. Mais dans les apprentissages, comme celui qu'on est en train de faire maintenant, elle joue un rôle vraiment très, très limité. Par contre, dans les dyslexies, on est en train de s'interroger aussi beaucoup sur la proprioception. La proprioception, ce n'est pas la mémoire, mais c'est la perception de son corps et de la position de son corps.
Et on se rend compte que chez tous les, ou en tout cas la plupart des gens qui ont un trouble d'apprentissage, que ce soit dyspraxie, dyslexie, dysphasie, il y a un problème de proprioception. Alors, de là à dire, comme certains, que c'est la proprioception qui est cause de tout, et en faisant de vous un champion ou une championne de la proprioception, donc la perception de la position du corps, on va guérir ça, c'est niet. On ne guérit pas de ce genre de trouble. C'est un trouble de développement qui est installé à vie. Mais, par contre, effectivement, ça pourrait soulager le fait d'avoir une meilleure proprioception, ça pourrait soulager les personnes qui ont ce type de trouble. Donc, tout ça est intimement lié, et parfois de manière... Je parlais de la mémoire, de l'amnésie traumatique tout à l'heure. La fugue dissociative, donc le fait de ne pas se souvenir de son identité, il y a des cas comme Alzheimer, c'est clair. La partie du cerveau qui malheureusement était, je ne vais pas dire stockée, parce que ça, si vous voulez, on en reparlera, mais le cerveau ne stocke pas, il reconstruit. Donc, chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose, vous n'allez pas chercher le souvenir comme une photo dans un tiroir. Votre cerveau reconstruit le souvenir. Okay. Et le problème, c'est qu'il le reconstruit, mais aussi avec des éléments récents. Et donc, ce que je disais de la mémoire collective tout à l'heure, donc les gens qui sont influencés par la mémoire collective, on est influencé par la mémoire collective, mais nos anciens souvenirs sont aussi influencés par nos nouveaux. Il y a un exemple, je vous donnerai aussi le livre, qui est un livre très drôle en plus, très court et très drôle, qui s'appelle « Comment parler des livres qu'on n'a pas lus ». Alors le titre a l'air complètement crétin comme ça, mais en fait c'est un des livres les plus intéressants que j'ai lus ces dernières années. Et j'en lis un paquet, je peux vous dire. Et c'est un livre de Pierre Bayard, qui est un prof d'université, un prof de littérature français. Et en fait, il a lu les écrits de Montaigne, et Montaigne se plaint que il a écrit énormément de choses. Je ne sais pas si vous avez les 3 volumes ne fût-ce que ses essais, plus tout ce qu'il a écrit d'autres, mais déjà les 3 volumes des essais, il y a de quoi remplir une carrière. Et donc, à un moment donné, il se plaint que non seulement il ne se souvient pas de ce qu'il a écrit, mais qu'en plus, quand des gens lui citent ce qu'il a écrit, il ne reconnaît pas ce que lui a écrit. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Au fur et à mesure qu'il lit ou qu'il écrit, il prend des notes. En disant, voilà, tel jour, j'ai écrit tel truc, etc. OK. Et puis, 15 ans passent, il relit ses notes, il ne comprend même plus ses notes. Pourquoi ? Parce que 15 ans plus tard, il a lu une tonne d'autres livres, il a rencontré plein d'autres personnes, etc. Il n'est plus la même personne. Et donc, même ce qu'il dit dans ses notes d'un livre qu'il a lu il y a 15 ans ne correspond plus du tout à la perception du même livre 15 ans plus tard. Moi, je suis en train de refaire l'expérience. J'ai lu Le Maître et Marguerite quand j'avais 17 ans, qui est un roman russe que je vous recommande là aussi, si vous aimez un peu les trucs un peu bizarres. Et je suis en train de le relire maintenant, 42 ans plus tard. Je peux vous dire que j'ai une lecture radicalement différente. Et j'aime toujours ce livre. Je peux dire que c'est toujours un de mes romans préférés, mais j'ai une lecture radicalement différente de celle que j'avais à 17 ans. Pourquoi ? Parce que je ne suis plus le même non plus. Oui, Adeline. Pardon. Je voulais juste, par rapport à ça, justement, à ce que tu disais de toutes ces connexions je reviens un petit peu sur ces connexions qui se font autour des souvenirs ou bien de la mémoire. Je trouve intéressant et ça c'est un petit défaut des documentalistes, hein, ce sont les métadonnées. Et les métadonnées, elles permettent justement de contextualiser l'élément que l'on a et dont on veut se souvenir, c'est-à-dire tout simplement quand est-ce que ça s'est passé, à quelle occasion j'ai dû le mettre de côté. Hein, et notamment avec le numérique, on engrange, on compile, hein, c'est le mot, on compile, et on oublie que Pérec nous a dit penser, classer, c'est la base. Oui, tout à fait. Et entourer les éléments que l'on compile de données pour se souvenir, justement. Mais il y a aussi un danger, c'est que quand on parle de mémoire numérique, on a l'impression, de toute façon, tout le savoir est autour de nous, donc pas besoin d'étudier ni de connaître grand-chose. Mais en fait, si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne trouverez rien. Ou vous trouverez du bruit, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas pertinentes. Et donc, les meilleurs documentalistes, c'est ceux qui connaissent leur matière et donc qui savent quoi aller chercher et où par rapport à la demande. Sinon... Et oui, et en plus...
on ne trouve que ce qu'on cherche. Oui, exactement. Parce qu'on s'enferme dans des recherches qui se réduisent au fur et à mesure. Et donc, quand on ne cherche pas de façon efficace, eh bien, on ne trouve plus rien au bout d'un moment. On ne trouve que ce qu'on sait déjà. Oui, tout à fait. Oui. À moins d'avoir un coup de bol, d'avoir un coup Oui. de sérendipité. De sérendipité. Quelque chose comme le mot magique. Oui, exactement. Mais bon, ça n'arrive pas tous les jours non plus. Hein, donc, Ok, d'autres questions? Bon, ça y est, cette fois, elles sont anesthésiées. Donc... Alors, je vous propose de repasser à la dernière partie de ma présentation. Donc là, je vous ai fait aussi un petit Genially. J'adore ce Genially parce qu'ils sortent de nouveaux modèles. J'ai encore vu cet après-midi de nouveaux modèles qu'ils avaient sortis. Je me suis dit, ah zut, si j'avais eu. Et voilà. Alors, je vais vous parler maintenant de répétition espacée et de flashcards. Alors, les flashcards, dans le monde francophone, ça a l'air d'être tout récent. Et j'ai fait quelques petites recherches et le livre le plus ancien que j'ai trouvé à ce sujet, il date de 1835. Donc, c'est tout sauf récent, en fait. Et en fait, tout ça part d'un monsieur qui s'appelle Ebbinghaus et qui a établi ce qu'on appelle les courbes d'oubli et les courbes de rétention. Alors, ce monsieur Ebbinghaus, c'est un philosophe, figurez-vous. Alors, vous me dites, qu'est-ce qu'un philosophe fabrique dans la répétition espacée? C'est parce que M. Ebbinghaus est né en 1850 et qu'à cette période-là, la psychologie n'est pas encore vraiment une science autonome. Elle fait encore partie de ces grands systèmes philosophiques à l'allemande comme Hegel, etc. Mais notre ami Ebbinghaus, il est le premier à se dire, mais tiens, on a expérimenté sur la sensation jusqu'à présent, et si on expérimentait sur la mémoire et sur les apprentissages. Et quand je parle d'expérimenter, c'est vraiment utiliser des méthodes expérimentales pour voir comment fonctionnent ces phénomènes. Et quand je dis expérimental, ça veut dire des mesures aussi. Et donc, Ebbinghaus a passé son temps à mesurer, par exemple, ce qu'on pouvait retenir sur une journée. Et donc, il a demandé à des cobayes, si vous voulez, d'essayer d'apprendre un maximum de choses. Et puis, il s'est rendu compte qu'effectivement, on pouvait retenir énormément de choses à très court terme. Et donc, sur 2 jours, 1 jour, 2 jours, eh bien, on apprend énormément de choses. Sauf qu'en 3 semaines, vous êtes au bas à droite. C'est-à-dire que vous avez oublié pratiquement 90% de ce que vous avez appris 3 semaines avant. Et donc, il a appelé ça courbe de rétention, pour la courbe vous voyez, très, très verticale, là, qui montre qu'on apprend très vite, effectivement. Et puis la courbe d'oubli qui est assez désespérante quand on voit la quantité d'informations qu'on peut malheureusement oublier. Donc, on revient au fameux livre de notre ami Montaigne tout à l'heure. Et puis, il a fait une découverte intéressante, c'est que cette courbe d'oubli, eh bien, on peut la neutraliser, en tout cas dans une certaine mesure. C'est avec des répétitions espacées. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vous avez appris énormément de choses un jour, et puis fatalement, vous allez commencer à oublier. Et quand vous commencez à oublier, eh bien, revoyez la matière. Et hop, votre courbe de rétention va remonter à 100%. Et puis, elle va redescendre. Eh bien, recommencez à réétudier, et puis faites la même chose, mais de manière espacée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de manière espacée? Ça veut dire que vous allez apprendre, par exemple, imaginons que vous appreniez le néerlandais. Si vous êtes masochiste, vous allez apprendre le néerlandais qui ne vous servira strictement à rien en France, mais qui, à Bruxelles, est vraiment très important. Et c'est une langue germanique avec des sons tout à fait étranges, et en plus 3 genres, donc masculin, féminin et neutre. Mais contrairement à l'anglais qui est très structuré avec masculin, tout ce qui concerne les hommes, féminin, tout ce qui concerne les femmes, neutre, tout ce qui concerne les choses, eh bien, chez les Néerlandais, tout est mélangé. Et donc, une femme, c'est féminin, mais une petite fille, c'est neutre. Donc, allez savoir pourquoi. Ce sont des conventions langagières. Et donc, comment exploiter ces répétitions? Il y a un moyen assez simple, ce sont les flashcards. Et donc, je vais vous montrer 2 exemples. Alors, la flashcard, c'est quoi? Donc là, je vais vous montrer quelques petits cartons. C'est parce que je fais pas mal de flashcards avec des petits cartons comme ceux-là. Et donc, sur une face, vous écrivez la question. Et sur l'autre face, vous écrivez la réponse. Alors, pourquoi ça s'appelle flashcards? Parce qu'en anglais, to flash, c'est à la fois un éclair, mais to flash, ça veut dire montrer très rapidement. Et donc, on vous montre la question, et puis vous regardez la réponse très rapidement, et puis vous passez à la question suivante, etc.
Et donc, c'est une méthode qui permet, par exemple, d'apprendre du vocabulaire très rapidement. Et puis de l'oublier très rapidement. Mais quand vous utilisez les flashcards, comment vous les utilisez? Je vais vous montrer deux exemples. Un exemple sérieux. La question, où se trouve le système limbique? Et puis la réponse, où se trouve le système limbique? Alors ici, on a déjà une flashcard un peu plus élaborée puisqu'elle associe du texte et de l'image. Alors c'est intéressant d'associer de l'image. Pourquoi? Justement parce que le système limbique, figurez-vous que c'est là où se trouve l'hippocampe, ici quelque part. Ici, vous avez le gélus singulaire, l'hippocampe, on le reverra tout à l'heure. Eh bien, ce système limbique, c'est lui qui est responsable du passage de notre mémoire immédiate, notre mémoire de travail, au souvenir à long terme. Et donc, pour la mémoire sémantique, la mémoire épisodique dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, c'est le système limbique qui fait passer l'information de la mémoire à très court terme à la mémoire à très long terme. OK? Et puis, un autre exemple qui a l'air beaucoup moins sérieux, je parlais de néerlandais, voilà, ça je l'ai utilisé avec des élèves en néerlandais. Lapin, en néerlandais, ça se dit « het konijn ». Alors, il faut retenir non seulement le nom, mais il faut retenir le genre, puisqu'il y a 3 genres en néerlandais. Alors, comment faire pour retenir le nom et le genre? Le nom, j'ai mis un lapin sur un cône. Un cône de petite taille, donc un cône nain. Vous voyez l'astuce? Konijn, cône nain. Donc, il y a une association d'images qui a toujours bien fait rire mes étudiants en néerlandais. Il y a une association sonore, cône nain, et puis il y a un drapeau suisse. Pourquoi le drapeau suisse, à votre avis? Parce que le lapin étant du genre neutre, il est symbolisé par le drapeau suisse qui est un pays neutre. Vous allez me dire, c'est débile. Oui, c'est pour ça que ça marche. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Dans l'exemple du lapin, il y a plusieurs combinaisons. Il y a du texte, il y a de l'image, il y a un jeu de mots, il y a un drapeau qui symbolise le genre, et en plus, il y a une émotion qui est le rire. Alors, le lapin sur un cône, c'est aussi une image qui n'est pas habituelle. On ne s'attend pas forcément à voir un lapin à cheval sur un cône. Donc, c'est une image inattendue. Et donc, elle en sera d'autant plus puissante. Si elle est ridicule et qu'il y a inattendue, là, vous tenez un joker. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle l'effet de science ou l'effet de von Restorff. Tout ce qui est habituel, vous allez vous en souvenir. Enfin, vous allez l'oublier, pardon. Par contre, tout ce qui sort de l'ordinaire, vous allez vous en souvenir et parfois très longtemps. Un petit exemple. Si vous croisez un chien dans la rue ce matin, ce soir, vous l'aurez déjà oublié. Mais si vous croisez un chien bleu ce matin dans la rue, dans 10 ans, vous en parlez encore. Pourquoi? Parce qu'un chien bleu, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé? On est passé dans une autre dimension ou bien... Et donc, forcément, vous allez vous en souvenir. Et donc, dans vos formations, essayez effectivement d'utiliser ce genre de tout. Donc, voilà le système limbique. Désolé, je n'ai pas trouvé d'image de qualité en français. Je la retravaillerai. Et donc, vous avez l'hippocampe. Alors, l'hippocampe, lui, comme je disais tout à l'heure, une de ses fonctions, c'est de faire passer l'information de la mémoire immédiate, la mémoire de travail, à la mémoire à long terme. Mais l'hippocampe, il est lié à l'attention. Donc l'hippocampe, il fonctionne réellement bien, il fait vraiment bien son boulot tant que votre attention est fixée sur un objet. Et comme je disais tout à l'heure, l'attention peut être fixée 20 minutes à la fois. Et les amygdales, les petits haricots rouges que vous voyez là, elles sont liées à nos émotions les plus primaires. Donc la joie, la peur, si vous êtes amoureux, si vous êtes déprimé, tout ça, ça se passe au niveau des amygdales. Alors la deuxième fonction de l'hippocampe, c'est de réguler ces émotions. Et donc, si par exemple, vous êtes complètement déprimé, eh bien, votre hippocampe, il va passer 90% de son temps et 90% de son énergie à réguler l'attention dans les amygdales. Et ça veut dire qu'il y a à peu près 10% de votre capacité cognitive qui est disponible pour les apprentissages. Donc, ça veut dire que si vous avez des apprenants qui sont déprimés, qui sont malheureux, qui sont en état de stress, il faut d'abord travailler, non pas le cognitif, mais l'émotionnel, pour les ramener dans un état... disons, de perception normale pour qu'ils puissent apprendre. Et ce jeu d'images, donc on a parlé de mémorisation à long terme, et donc le système limbique est à la fois responsable de la mémorisation et de vos émotions, et donc en mêlant le texte, les images, les émotions dans vos communications, vous allez faire en sorte que vos apprenants vont mémoriser beaucoup mieux votre travail. Alors,
les répétitions espacées là-dedans, si vous utilisez des systèmes comme les flashcards, il y a des systèmes numériques de flashcards, vous communiquerez aussi en lien avec certains systèmes que vous pouvez utiliser gratuitement ou d'autres qui ont des formules d'essai plus payantes. Il y a aussi des systèmes comme Duolingo. Vous avez peut-être déjà utilisé Duolingo, qui est une application de langue. Eh bien, Duolingo est basé sur la répétition espacée. Et donc, on vous pose une question une fois, 2 fois. Si vous avez répondu 2 fois, on ne vous reposera pas cette question avant un certain temps. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de mobiliser votre cerveau sur des choses que vous connaissez déjà. Donc, on va se focaliser sur des questions que vous n'avez pas bien mémorisées. Et par contre, une question à laquelle vous répondez mal 2 fois, elle va revenir systématiquement dans les séquences jusqu'au moment où vous répondez de manière correcte. Alors, 2 choses importantes. Donc, les émotions renforcent la mémorisation. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais qui oublie l'accouchement ou la naissance de son premier enfant? Et le contexte aussi est important. On parlait de contexte tout à l'heure. Si vous voulez étudier quelque chose efficacement, n'étudiez pas tout le temps dans la même pièce. Parce que votre cerveau va aussi associer les éléments que vous étudiez à la pièce dans laquelle vous étudiez. Donc, de temps en temps, allez dans un parc, allez dans une cafétéria, allez à la bibliothèque, mais changez de lieu pour que votre cerveau ne lit pas toutes ces choses en même temps. Alors, je termine mon intervention avec le palais de mémoire. Donc, le palais de mémoire, c'est un truc que j'ai pratiqué pas mal avec des étudiants. C'est une méthode qui associe à la fois les lieux. Donc, je voulais parler de mémoire procédurale. Mais la mémoire procédurale, c'est aussi une mémoire des lieux. Et l'endroit que vous connaissez le mieux au monde, c'est votre maison. Et donc, si vous voulez retenir une liste de mots difficiles ou une liste de concepts particulièrement ardus, eh bien, placez-les dans différentes pièces de votre maison, liez-les avec des images complètement ridicules. Je vous donne un exemple. Moi, je fais ça avec mes étudiants. Je leur disais, est-ce qu'il y a une boîte aux lettres à ta maison? Oui, je mettais un saumon. Alors, le truc, c'était que je leur disais, voilà, on va fêter l'anniversaire de l'un d'entre nous, et les autres vont suggérer 25 éléments, et la personne qui s'est désignée volontaire va devoir retenir ces 25 éléments dans l'ordre et dans le désordre en moins de 20 minutes. Et je leur faisais placer le saumon. Le saumon, c'est moi qui le suggérais. Puis quelqu'un d'autre suggérait des bouteilles de vin. Mais les bouteilles de vin étaient par exemple sur les marches de la maison. Et les bouteilles n'étaient pas des bouteilles normales, mais c'était une bouteille qui avait la taille d'un être humain et qui dodelinait parce qu'elles étaient déjà complètement saoules. Et on avançait comme ça dans chaque pièce de la maison. Et par exemple, je me dis, mais qui est votre acteur préféré? Ah, c'est Johnny Depp. Ok, les Zakouski, c'est Johnny Depp qui les tient dans le salon. Et il est déguisé en Père Noël devant la cheminée. Et c'est lui qui tient le plateau de Zakouski. Alors, quelqu'un d'autre a porté la musique. Alors, qu'est-ce que c'est la musique? C'est une radio? Non. On ne va pas mettre la musique dans une radio. On va mettre un orchestre de Schtroumpf dans la cuisine. Et on va dire à l'orchestre de Schtroumpf, attention, première fausse note, on allume le gaz. Et ça, personne n'a jamais oublié l'orchestre de Schtroumpf. Ça, je vous le garantis. Et donc, au bout d'un moment, les gens circulaient mentalement dans leur maison et se souvenaient effectivement dans l'ordre, dans le désordre. Et parfois, j'ai rencontré certains de ces étudiants 2 ans après, ils étaient encore capables de me citer pratiquement la série complète dans l'ordre et dans le désordre. Donc, cette mémoire des lieux, c'est une mémoire extrêmement stable. Donc, elle est liée aussi à notre survie. Nos ancêtres qui se baladaient dans la savane il y a des 1000 ans, ils avaient tout intérêt à bien connaître leur territoire et à savoir où c'est que les lions vont boire et où il ne faut pas être à certaines heures de la journée. Et donc, tout ça a fait que notre mémoire des lieux, qui fait partie de cette mémoire procédurale dont on parlait tout à l'heure, est une des mémoires les plus puissantes et les plus stables. Donc, celle-là, il faut vraiment une maladie dégénérative du cerveau pour la désintégrer. Alors que les autres, malheureusement, elles sont très peu stables et elles sont remodelées soit par nos nouveaux souvenirs, soit par les émotions négatives, soit par les mémoires collectives. Voilà, on est à la fin de la présentation. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'au bout. Merci Marco. Et tu sais que Montaigne utilisait cette méthode-là, c'est-à-dire que dans son château, il avait mis au plafond, sur toutes les poutres, tout un tas d'écrits auxquels il pensait de manière, et tout en cheminant dans sa tour, il notait
les pensées qui lui venaient et il savait qu'à tel endroit il avait noté ça, etc. Oui, mais ce sont des méthodes extrêmement anciennes. En fait, on connaît cette méthode par Cicéron, qui dans son ouvrage De Orator raconte comment lui mémorise ses discours. On sait qu'il faisait des discours de 2 heures sans aucune note. Et il explique qu'en fait, cette méthode vient de Simonide de Séos, donc, qui est un poète. Alors, Simonide de Séos, aujourd'hui, je pense qu'on connaît 2 vers de lui. Mais à l'époque, quelqu'un connaît Pindare? Quelqu'un a fait du grec Donc Pindare, c'était l'équivalent de Michael Jackson en Grèce. Donc c'était un poète. Et aux Jeux Olympiques, il y avait 2 poètes qui ouvraient les Jeux Olympiques. C'était soit Pindare, soit Simonide de Séos. Et donc c'est la même chose que si vous aviez Prince et Michael Jackson qui se battent pour ouvrir les Jeux Olympiques aujourd'hui. Et donc c'était deux superstars à l'époque. Et en fait, Simonide de Séos, la légende dit qu'à un moment donné, il est allé travailler pour le tyran de Sicile, qui n'était pas un personnage très confortable, et qui lui a demandé d'écrire un poème à sa gloire. Donc, les poèmes étaient chantés aussi à l'époque. Il faut savoir que tous ces poèmes étaient accompagnés à la lyre ou à la cithare, etc. Et donc, Simonide écrit un poème, et à la fin du poème, le tyran lui dit: écoute, je t'avais promis, je ne sais plus combien de pièces d'or, mais tu auras uniquement la moitié, parce que la moitié du poème est consacrée à Castor et Pollux. Et donc, tu n'as qu'à demander le reste de la somme à Castor et Pollux. Connaissant la réputation du tyran, Séos lui dit merci, prend la monnaie et sortir. Mais le soir, il est invité à un banquet pour réciter le fameux poème devant les invités du tyran. Et à un moment donné, il attend le moment de passer donc son tour de chant. Et à un moment donné, un serviteur vient lui dire: maître, il y a 2 jeunes hommes qui vous demandent à l'entrée. Il dit: oui, mais enfin, je vais commencer mon tour de chant. Il dit: non, non, c'est urgent. Ils disent que c'est une question de vie ou de mort, il faut que vous veniez. Et donc Simonide sort du palais pour rencontrer les 2 jeunes gens. Et à ce moment-là, le palais s'effondre. Et tous les invités sont écrasés sous les pierres. Enfin, c'est une monstruosité. Le problème, c'est que les corps sont dans un tel état qu'ils sont méconnaissables, mais pour les Grecs, ne pas pouvoir rendre les derniers hommages à leur mort, c'est une catastrophe. Et Simonide de Séos dit: mais moi je sais qui est qui. Là c'était Alcibiade, là c'était Socrate, là c'était machin, là c'était Pindare. Etc. Et ça lui aurait donné l'idée, il dit: mais tiens, on sait exactement, quand on est dans une pièce, on a le plan de table en tête, on sait exactement qui était où. Et donc, la légende dit que c'est comme ça que Simonide de Séos aurait créé sa méthode. Maintenant, la réalité, c'est que des poèmes comme l'Odyssée et l'Iliade, par exemple, alors, aujourd'hui, elles sont signées Homère. Aucun philologue au monde ne vous dira qu'Homère, c'est une seule personne. C'est probablement des dizaines d'auteurs qui ont recopié des manuscrits. On date les premiers écrits du 8e siècle avant Jésus-Christ, mais ce sont des histoires qui sont probablement beaucoup plus anciennes. Et avant l'écriture, ces histoires étaient racontées par ces poètes, et donc ils devaient les mémoriser. Et encore aujourd'hui, vous avez en Inde des gens qui vous récitent le Mahabharata, qui fait aussi 10 000 vers sans prendre une note, et vous avez des récitants du Coran qui, pendant des heures, vous récitent toutes les sourates sans prendre aucune note. Et donc, ils font aussi. J'ai eu l'occasion de travailler avec des Saoudiens aux Pays-Bas il y a quelques années en leur demandant quelles étaient leurs méthodes. Et leurs méthodes sont quand même très similaires à ce que. Donc, il y a aussi de l'association, de la scénarisation, l'utilisation de lieux, etc. Donc, ce sont à chaque fois des méthodes associatives. Donc, associer une histoire, des personnages, des lieux, etc. Et des émotions. Alors, chaque fois, bon. Oui. Alors, ces émotions, ça peut être des émotions positives comme des émotions négatives. Mais, Bon. Est-ce que vous avez des questions? On est passé du numérique à, oui. à Homère. Oui, oui. Est-ce que vous avez des questions? Non, je les ai entièrement dégoûtés, je crois. Ouais, là. Bon. Pas de questions? Merci pour votre Pas de attention. remarques? Merci Marco. Merci Avec vraiment. plaisir.